Imaginez l'odeur de la guerre. Pas celle des livres d'histoire, mais la véritable odeur. Un mélange âcre de poudre à canon, de pierres pulvérisées et de la peur métallique qui imprègne l'air froid d'Italie en 1945. Maintenant, au milieu de ce parfum de mort, ajoutez une note impossible, presque un blasphème, l'arôme riche et réconfortant d'une soupe chaude. Dans les ruines encore fumantes de Montes, un soldat de la force expéditionnaire brésilienne ne pointe pas son fusil sur un ennemi allemand capturé, il lui tend une gamelle fumante. La scène défie toute logique militaire. Le soldat allemand, un jeune homme dont le visage est sali par la crasse et les larmes, ne regarde pas son vainqueur avec défi, mais avec une incrédulité brisée. Ses mains tremblent en acceptant le récipient chaud. Ce n'est pas un acte de reddition, ni une ruse de guerre. C'est un moment suspendu dans le temps, un silence profond au cœur du fracas, où deux hommes, censés être des ennemis mortels, sont unis non par le conflit, mais par le langage le plus ancien de l'humanité, le partage d'un repas. Comment un homme peut-il trouver en lui la force de nourrir celui qu'on lui a ordonné de tuer ? Quelle alchimie secrète peut transformer un champ de bataille en un lieu de compassion si radical ? Ce simple bol de soupe n'était pas la fin d'un combat, mais le début d'un héritage inattendu. Aimez cette vidéo et restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ce geste a non seulement sauvé une vie, mais a aussi semé les graines d'un avenir que personne n'aurait pu imaginer au milieu de la désolation. Le soldat qui tendait cette gamelle s'appelait João da Silva. Mais avant d'être un matricule sur une plaque de métal, il était une histoire écrite par le soleil du sertan brésilien. Sa peau, aujourd'hui blafarde sous le ciel italien, avait la couleur de la terre rouge de son pays. Ses mains, crispées sur le métal froid de la gamelle, avaient été façonnées pour tenir le manche d'une houe, pas la crosse d'un fusil. Il était un homme de la terre, pas un homme de la guerre. Sa vie d'avant était une mélodie simple, composée de sons et d'odeurs immuables. Le chant du coq à l'aube, annonçant une autre journée de labeur sous un soleil de plomb. L'arôme puissant et réconfortant du café fort que sa mère, Maria, préparait avant même que la lumière n'apparaissait. Ce parfum était sa première certitude du jour, la promesse d'une chaleur qui n'était pas seulement physique, mais aussi affective. Il se souvenait de la sensation de ses pieds nus sur le sol de terre battue de leur modeste maison, une fraîcheur familiale qui le connectait directement à la planète. Il connaissait chaque fissure, chaque aspérité de ce sol. En Italie, ses pieds étaient emprisonnés dans des bottes militaires lourdes et froides, marchant sur des décombres, du verre brisé et une terre gelée qui ne lui disait rien, une terre devenue un cimetière. La guerre, pour João, était une fiction, une nouvelle entendue sur un poste de radio grésillant au village, une histoire de pays lointain aux noms inapprenançables, peuplée de fantômes en uniforme. Elle n'avait ni odeur, ni texture, ni poids. C'était une abstraction totale, aussi éloignée de sa réalité que la face cachée de la lune. Son combat à lui était contre la sécheresse pour la prochaine récolte. Puis la lettre est arrivée. Un simple morceau de papier qui a fait taire le chant des oiseaux et a figé le sourire sur le visage de sa mère. La convocation. Le monde de João, autrefois délimité par les collines basses à l'horizon, s'est brutalement élargi pour englober un océan et un continent en feu. Le papier était léger, mais il portait le poids d'un destin qu'il n'avait pas choisi et qu'il ne comprenait pas. Le départ fut un déchirement silencieux. Il n'y eut pas de grand discours, seulement l'étreinte de sa mère, une étreinte qui tentait de lui transmettre assez d'amour pour toute une vie. Il emportait lui l'odeur de ses cheveux, un mélange de fumée de bois et d'herbe, comme un talisman contre le chaos à venir. Le chemin de terre qu'il emprunta ce jour-là semblait l'arracher à ses propres racines. La traversée de l'Atlantique fut une longue parenthèse grise, des jours et des nuits rythmés par le balancement du navire, entouré d'autres jeunes hommes au visage tendu, tous arrachés à leur vie. Ils partageaient le mal de mer et une nostalgie si profonde qu'elle devenait une douleur physique. Le Brésil n'était plus un pays, mais un rêve chaud et coloré qu'il se racontait pour ne pas sombrer. L'arrivée en Italie fut un choc thermique et sensoriel. La première chose qui la frappa ne fut pas la vue de la destruction, mais le froid. Un froid humide, mordant, qu'il n'avait jamais connu. Un froid qui ne s'infiltrait pas seulement dans ses vêtements, mais aussi dans son âme. Dans le sertan, la chaleur était une étreinte constante, parfois étouffante. Ici, le froid était une présence hostile, un ennemi invisible. Le paysage était une insulte à ses souvenirs. Les montagnes des Apennins étaient sombres, déchirées, menaçantes. Elles ne ressemblaient à rien aux douces collines de son pays. Les arbres, nus et squelettiques sous la neige, semblaient des sentinelles de la mort. Tout était angulé, brisé, silencieux. Il lui manquait le chaos vibrant de la nature brésilienne, le bourdonnement incessant de la vie. Le silence, surtout, était oppressant. Ce n'était pas la quiétude paisible de la campagne après le coucher de soleil. C'était un silence lourd, tendu, plein d'attente. Un silence où chaque craquement de branche, chaque pierre qui roule, pouvait signifier la fin. Un silence qui vous forçait à écouter le battement effréné de votre propre cœur et qui amplifiait la peur jusqu'à la rendre assourdissante. 14. Et puis, il y avait la faim. João connaissait la faim. Il avait connu les années de sécheresse où chaque grain de maïs était un trésor. Mais cette faim-là était différente. Au Brésil, la faim était une lutte contre la nature, une épreuve partagée par la communauté. Ici,
La faim était une arme, une stratégie, une conséquence de la folie des hommes. Elle avait un goût de métal et de solitude. 15. Les rations militaires étaient une parodie de nourriture. Des biscuits durs comme de la pierre, de la viande en conserve au goût indéfinissable. Il mangeait non par plaisir, mais par nécessité mécanique, pour donner du carburant à son corps. Chaque bouchée lui rappelait les ragoûts simples mais savoureux de sa mère, où chaque ingrédient racontait une histoire de soin et de partage. Ici, la nourriture était anonyme et triste. 16. Il observait ses camarades, les Pracinhas, des garçons de Rio, de São Paulo, de l'Amazonie. Ils étaient tous unis par la même perte, le même déracinement. Le soir, autour d'un feu précaire, ils ne parlaient pas de stratégie. Ils parlaient de feijoada, de samba, de la chaleur de la plage, de l'odeur d'une mangue mûre. Leurs souvenirs étaient leur seul refuge, leur seule patrie transportable. 17. João fermait souvent les yeux, tentant de convoquer les sensations de son ancienne vie. Il essayait de se souvenir de l'odeur exacte de la terre après une averse, ce parfum de renouveau et de promesse. Mais l'odeur dominante qui s'imposait toujours était celle du front, un mélange âcre de poudre, de terre gelée, de pourriture et de la sueur froide de la peur qui imprégnait son propre uniforme. 18. Il a dû apprendre un nouveau langage, pas seulement les quelques mots d'italien ou d'allemand nécessaires à la survie, mais le langage du corps en guerre, l'art de se faire petit, de lire le danger dans le paysage, de distinguer le sifflement d'un obus ami de celui d'un obus ennemi. Son corps, habitué à se déployer sous le soleil, apprenait à se contracter, à se cacher, à anticiper la violence. 19. L'homme qui lisait autrefois les nuages pour prédire la pluie scrutait désormais les crêtes des montagnes à la recherche du reflet d'une lunette de tireur d'élite. Sa relation intime avec la nature avait été corrompue, transformée en un calcul de survie. Chaque élément du paysage, autrefois source de réconfort, était devenu une menace potentielle, un lieu où la mort pouvait se dissimuler. 19. Il ne se battait pas pour une idéologie. Les discours sur la démocratie et le fascisme étaient des abstractions qui perdaient tout leur sens dans la boue glacée d'une tranchée. Il se battait pour une raison bien plus primale, survivre. Survivre pour un jour revoir le visage de sa mère, pour sentir à nouveau le soleil du Brésil sur sa peau, pour goûter à nouveau son café. 21. Cet uniforme vert olive lui semblait être un déguisement. Il le portait, obéissait aux ordres, mais au fond de lui, il restait João, le fils de Maria, le paysan qui croyait que la vraie richesse se mesurait à la générosité d'une récolte. La guerre lui demandait de prendre des vies, alors que toute son existence avait été consacrée à en préserver, à en faire pousser. 22. Cette connaissance profonde du manque, cette compréhension viscérale de ce que signifie la faim, était une sagesse qu'il avait apportée du certain. Ce n'était pas quelque chose que l'armée pouvait lui enseigner. C'était une vérité gravée dans sa chair par des générations de lutte contre une nature avare. Il savait ce que le vide dans l'estomac fait à l'âme d'un être humain. 23. C'est pourquoi, lorsqu'il regardait les visages des civils italiens, hagards et terrifiés, il ne voyait pas des étrangers. Il voyait des reflets de sa propre communauté pendant les années de grande sécheresse. Il reconnaissait dans leurs yeux la même angoisse, la même dignité fragile face à la privation. La guerre pouvait changer les uniformes et les langues, mais elle ne changeait pas le visage de la souffrance. 24. Le contraste entre ces deux vies était une douleur constante. La mémoire d'un marché de village brésilien, vibrant de couleurs, de rires et d'odeurs d'épices, se superposait à la vision d'une piazza italienne éventrée par les bombes, silencieuse et grise comme la cendre. C'était la vie contre la mort, la création contre la destruction, et il était pris au milieu. 25. Il se rappelait la générosité simple de son peuple. Comment un voisin, possédant à peine de quoi nourrir sa propre famille, partagerait sans hésiter sa dernière miche de pain de maïs. C'était une loi non écrite, une évidence. La survie n'était pas une affaire individuelle, mais collective. Un principe que la guerre, avec son chacun pour soi, s'efforçait de détruire chaque jour. 26. Son fusil pesait de plus en plus lourd dans ses mains. Il le sentait comme un objet contre nature, un outil conçu uniquement pour détruire, pour séparer, pour faire taire. Ses mains avaient été faites pour planter, pour construire, pour tendre la main. Chaque jour, il sentait cette contradiction le ronger de l'intérieur, un conflit plus silencieux, mais tout aussi brutal que les combats extérieurs. 27. Comment rester un homme quand tout vous pousse à devenir une bête? Comment cultiver la compassion dans un champ de haine? Cette question le hantait durant les longues nuits de garde. Il se raccrochait au visage, aux odeurs, aux saveurs de son passé, comme à une bouée de sauvetage.
pour ne pas oublier qui il était vraiment, sous les couches de boue, de fatigue et de peur. 28. Le froid des montagnes italiennes était devenu pour lui le symbole de la guerre elle-même. Ce n'était pas seulement une température, c'était un état d'être. Un gel qui menaçait de paralyser le cœur et d'éteindre l'esprit. Pour y résister, João entretenait un petit feu intérieur, alimenté par la chaleur de ses souvenirs brésiliens, un foyer secret que le vent glacial de la guerre ne pouvait atteindre. 29. Dans la poche de sa tunique, il conservait une petite photo usée de sa mère. Les bords étaient effilochés, l'image pâlie. Dans l'obscurité d'un abri de fortune, sous le vacarme de l'artillerie, il la sortait parfois. Regarder son visage serein était un acte de défi. C'était affirmer que l'amour et les liens humains existaient toujours, même au cœur de l'enfer. 30. Il n'était ni un héros, ni un saint, ni un conquérant. Il était simplement un homme ordinaire, un agriculteur, projeté dans une folie qui le dépassait. Il essayait désespérément de préserver les vérités fondamentales apprises sous un autre ciel, que la dignité est essentielle, que la faim est un ennemi universel, et que l'humanité se révèle non pas dans la force de frappe, mais dans un geste de partage. 31. Cette philosophie simple, forgée dans la poussière et la résilience du sertan, était son véritable équipement. Elle était plus protectrice que son casque, plus puissante que son fusil. C'est cette philosophie qu'il transportait avec lui, intacte, alors qu'il s'apprêtait à descendre dans les caves sombres et les ruines fumantes de Montésé, où son passé allait façonner l'avenir d'inconnu. Car João savait, d'une manière que les manuels militaires ne pourraient jamais expliquer, que pour reconstruire un monde en morceaux, il ne suffisait pas de gagner des batailles. Il fallait d'abord se souvenir de ce qui nous liait les uns aux autres. Et souvent, ce lien commençait par le geste le plus ancien et le plus sacré de tous, offrir un peu de chaleur et de nourriture à un autre être humain. C'est ainsi que l'homme du sertan, habitué à faire jaillir la vie d'une terre aride, se retrouva au cœur de la destruction européenne. Il n'était pas préparé aux tactiques de guerre, mais il était intimement préparé à reconnaître la souffrance et à y répondre. Et dans ce paysage de mort, il allait planter une graine inattendue, nourrie non pas d'eau, mais d'une compassion radicale. Absolument. Voici le bloc 3, l'incident, rédigé en respectant scrupuleusement toutes les directives, en se basant sur le contexte fourni et en se concentrant sur l'interaction entre João, Helena et son fils Marco. Bloc 3, l'incident. 34. La bataille de Montésé était terminée, mais son écho résonnait encore dans le silence pesant. Chaque pas de João dans les ruelles éventrées soulevait un nuage de poussière grise, une cendre composée de briques, de souvenirs et de vies brisées. Sa mission était de fouiller les caves, une procédure de nettoyage. Mais dans son esprit, il ne cherchait pas des ennemis cachés. Il cherchait des signes de vie, des étincelles d'humanité, dans ce paysage de désolation absolue. Devant lui, une trappe en bois, à moitié arrachée de ses gonds, menait vers une obscurité souterraine. Un air froid et humide s'échappait, portant une odeur de terre, de vin tourné et de peur stagnante. Il sentit le poids de son fusil dans ses mains, un outil de mort dans un lieu où la vie se cachait. Il prit une profonde inspiration, l'air glacial brûlant ses poumons, et commença sa descente prudente dans les entrailles de la maison détruite. Le faisceau de sa lampe de pochette balayait les murs suintants, révélant des toiles d'araignées anciennes et les fantômes d'objets du quotidien. Un tonneau de vin éventré gisait sur le pontet, son contenu ayant depuis longtemps taché le sol de terre battue. C'est derrière cet abri de fortune que la lumière attrapa un mouvement, puis deux paires de yeux qui brillèrent intensement dans le noir, comme ceux d'un animal traqué. Son corps réagit avant son esprit. Le protocole militaire, martelé par des mois d'entraînement, crispa ses doigts sur la gâchette. Mais son cœur vit ce que ses yeux de soldat n'aimaient encore traiter. Ce n'était pas une menace. C'était une femme, le visage creusé par la faim et la terreur. S'est rencontré alors un petit garçon dont les yeux immenses semblaient contenir toute la tristesse du monde. Helena ne vit pas un homme. Elle vit un uniforme vert, une arme pointée dans sa direction, l'incarnation de la violence qui avait détruit sa maison et volé son avenir. Pour elle, João était juste un autre soldat, un autre rouage dans la machine de guerre qui brouillait tout sur son passage. Son corps entier se tendit, un bouclier de défi fragile pour protéger son fils, la seule chose qui lui restait. Dans les yeux de cette femme, João ne vit pas une ennemie. Il vit le reflet de la sécheresse du sertan. Il reconnut cette peur primale, cette dignité farouche face au dénuement total. Il vit sa propre mère, ses voisines,
toutes les femmes qui se battaient en silence contre le manque. En cet instant, les drapeaux, les langues et les raisons de la guerre s'évaporèrent. Il n'y avait plus qu'un être humain face à un autre. 40. Lentement, avec un mouvement délibérément exagéré pour ne pas l'effrayer, il abaissa son fusil. Il le posa délicatement contre le mur de pierre. Le bruit du métal contre la roche résonna dans la cave comme un coup de tonnerre, faisant sursauter la femme. Mais l'arme était à terre. C'était un premier mot dans un langage sans parole, un mot qui signifiait « Je ne te ferai pas de mal ». 41. À l'intérieur d'Helena, la méfiance luttait contre un espoir infime et terrifiant. Chaque soldat qu'elle avait croisé voulait quelque chose. Des informations, de la nourriture, ou pire. Pourquoi celui-ci serait-il différent ? Son esprit lui criait de se méfier, que c'était une ruse, une nouvelle forme de cruauté. Mais son corps, épuisé et affamé, observait, incapable de fuir. Joao fit un pas en arrière, s'agenouillant pour se mettre à leur niveau, pour paraître moins menaçant. Il retira son sac à dos de ses épaules avec la même lenteur mesurée. Chaque geste était pesé, chaque son contrôlé. Il était en train de désarmer non seulement son corps, mais aussi l'atmosphère de la pièce, essayant de remplacer la peur par une fragile curiosité. 43. Il ouvrit son sac. Les yeux du petit garçon, Marco, suivaient ses mains. L'enfant n'avait pas prononcé un mot, mais son regard était une question constante. Joao sortit son bien le plus précieux, une petite boîte de conserve contenant sa ration personnelle. C'était de la carne seca comme à Bobora, un plat qui portait en lui la saveur et la chaleur de sa lointaine patrie. À côté de la conserve, il posa un biscuit militaire, dur comme de la pierre. Puis, il sortit un petit réchaud pliable et une tablette de combustible solide. Le crissement de l'allumette dans le silence fut assourdissant. Une petite flamme bleue et vacillante jaillit, projetant des ombres dansantes sur les murs de la cave. Pour la première fois depuis des jours, une lumière chaude illuminait leur visage. 44. Helena regardait, fascinée et terrifiée. Cet homme, cet envahisseur, était en train de préparer un repas au milieu des ruines de sa vie. La situation était si absurde, si contraire à tout ce qu'elle avait vécu, qu'elle semblait être un rêve ou un délire provoqué par la faim. Elle serra son fils plus fort contre elle, comme pour le protéger de cette scène insensée. 45. Joao ouvrit la conserve. Une odeur commençait à se répandre, timide d'abord, puis de plus en plus présente. Une odeur de viande cuite, de potiron, de sel, une odeur de nourriture, une odeur de vie. Elle se mêla à l'air moisi de la cave et le transforma. C'était une invasion, non pas militaire, mais sensorielle, une attaque directe contre le désespoir. 47. Le petit Marco inspira profondément, son petit nez se fronçant. Son corps réagissait instinctivement à cette promesse. Pour lui, ce n'était pas l'odeur d'un plat brésilien inconnu, c'était l'odeur universelle de la faim. Une tension quitta ses petits membres, remplacée par une attente presque insoutenable. 48. Pendant que la viande chauffait, Joao prit le biscuit dur. Avec le dos de sa cuillère, il l'émietta dans sa gamelle. Il y versa ensuite quelques gouttes de son café fort, un luxe qu'il gardait pour les moments les plus difficiles. Le biscuit s'imbiba, se ramollit, se transformant en une bouillie sombre et nourrissante. Un repas d'une simplicité extrême, mais préparé avec un soin infini. 49. Il ne la regardait pas directement, pour ne pas l'intimider. Il fixait la petite flamme, comme si ce rituel exigeait toute sa concentration. Mais par la vision périphérique, il voyait sa posture changer. La rigidité de la peur laissait place à une immobilité perplexe. La confusion avait commencé à gagner la bataille contre la terreur dans son esprit. 40. Le repas était prêt. La vapeur s'élevait de la viande chaude et de la bouillie de biscuits. L'odeur était maintenant une présence tangible dans la petite cave. Joao sentit son propre estomac se contracter. Il n'avait pas mangé depuis le matin, et la faim était une vieille connaissance. Mais une autre faim, plus profonde, devait être apaisée en premier. 51. Il accomplit alors le geste final. Il versa la moitié de la viande sur le couvercle de la boîte, et l'autre moitié dans la gamelle avec la bouillie. Il avait partagé sa seule ration en 2 portions. Il ne gardait absolument rien pour lui. C'était un sacrifice total, un don sans condition. 52. Avec une infinie précaution, il poussa le couvercle et la gamelle sur le sol en terre battue dans leur direction. Les récipients de métal glissaient doucement, s'arrêtant à 1 mètre d'eux, une offrande déposée à la frontière de la peur. Puis il recula, retournant s'asseoir sur une vieille caisse, créant une distance respectueuse. 53. Le silence revint, mais il était différent. Il n'était plus rempli de menaces, mais d'une question en suspens. Helena fixait la nourriture fumante. La vapeur montait comme une prière silencieuse. C'était réel. Ce n'était pas un piège. La faim de son fils était une douleur physique en elle, un cri qui étouffait toutes les autres peurs.
54. Marco fut le premier à céder. Il se détacha doucement de l'étreinte de sa mère et rampa sur quelques centimètres, sa petite main tendue vers la chaleur. Il se retourna, cherchant dans les yeux d'Elena une permission qu'elle n'avait plus la force de refuser. Voir son enfant si près de la nourriture, si plein d'espoir, brisa la dernière digue de sa résistance. Un léger hochement de tête, c'est tout ce qu'il fallut. Marco rampa jusqu'à la gamelle. Ses doigts tremblants plongèrent dans la bouillie tiède et il les porta à sa bouche. Il ferma les yeux et un soupir presque inaudible s'échappa de ses lèvres. C'était le son du soulagement le plus pur, le son d'un corps qui se souvient de ce qui signifie vivre. Ce son brisa quelque chose en Elena. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des jours, des semaines, commencèrent à couler silencieusement sur ses joues sales. Elle s'avança à son tour, prit la cuillère que Joao avait laissée et commença à nourrir son fils, bouchée après bouchée, avec un soin presque liturgique. Puis, elle prit le couvercle avec la viande et en mangea un morceau. La chaleur se répandit dans son estomac, chassant le froid glacial qui l'habitait. Mais une autre chaleur, plus intense, monta jusqu'à son cœur. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de la dignité. C'était la reconnaissance qu'elle était encore humaine, digne d'être nourrie. Ils mangèrent en silence, sous le regard paisible de Joao. Dans cette cave obscure, au cœur d'une ville en ruine, 3 personnes de mondes différents étaient unies par le rituel le plus ancien de l'humanité, le partage du pain. Ce n'était pas de la charité qui humilie, c'était de la solidarité qui élève. Quand la dernière bouchée fut avalée, les récipients raclés jusqu'à la dernière miette, Elena leva les yeux vers Joao. Elle le vit vraiment pour la première fois, non pas l'uniforme, non pas le soldat, mais l'homme. Elle vit la fatigue dans ses traits, la gentillesse dans son regard. La peur avait totalement disparu de ses propres yeux. Sa gorge était nouée, sèche d'avoir si peu servi. Elle rassembla ses forces et un seul mot franchit ses lèvres, un mot qui portait le poids de sa survie, de sa foi restaurée et de sa gratitude immense. Un murmure qui remplit toute la cave. Grazie. Merci. Ce n'était pas seulement pour la nourriture, c'était pour le respect, c'était pour la reconnaissance de son humanité et de celle de son fils. C'était pour lui avoir rappelé qu'au-delà de la folie des hommes, la bonté pouvait encore exister, tenace et inattendue, comme une fleur poussant entre les pavés d'une rue bombardée. Joao ne répondit pas. Il se contenta d'un lent hochement de tête, un sourire triste et doux sur les lèvres. Il avait compris. Le langage de la gratitude était aussi universel que celui de la faim. Il se leva, récupéra son sac vide et son fusil maintenant inoffensif. Sa mission dans cette cave était terminée. Il se tourna vers l'escalier, vers la faible lumière du jour qui filtrait d'en haut. Il leur fit un signe de tête, une invitation silencieuse à le suivre. Il ne prononça pas un mot, mais son geste était clair. Il ne s'agissait plus seulement de nourriture. Il leur offrait un chemin vers la sécurité, un retour vers la lumière. Pour la première fois depuis une éternité, Elena ne sentit plus la peur en pensant à l'extérieur. Elle prit la main de son fils, se leva sur des jambes tremblantes, et avec une confiance nouvelle et fragile, elle commença à suivre les pas du soldat brésilien, sortant de son tombeau pour remonter vers la vie. Dans l'odeur de la viande séchée et du café qui flottait encore dans l'air, ce n'était pas seulement une mère et son fils qui avaient été nourris, c'était une graine d'espoir qui venait d'être plantée dans le sol gelé de la guerre, une graine dont personne ne pouvait encore imaginer la récolte future. L'acte était accompli. Un simple repas, un geste anodin en temps de paix, était devenu un acte de révolution en temps de guerre. Une révolution silencieuse contre la haine, menée non pas avec des balles, mais avec une gamelle chaude dans l'obscurité d'une cave italienne. Joao ne se sentait pas comme un héros. Il se sentait simplement comme un homme qui avait fait ce qui devait être fait. Il avait obéi à une loi plus ancienne que n'importe quel code militaire, la loi du cœur, celle qu'il avait apprise sous le soleil impitoyable du Sertao, où partager le peu que l'on a n'est pas une option, mais la seule façon de survivre. En remontant les marches, il sentit l'air frais sur son visage. Le monde extérieur était toujours en ruine, la guerre n'était pas finie, mais quelque chose avait changé, irrémédiablement. Il avait affronté la déshumanisation et l'avait vaincue, non pas en tuant, mais en donnant la vie, et ce fut la plus grande de ses victoires. Absolument. Voici le bloc 4, la transformation, rédigé en 25 paragraphes, en respectant scrupuleusement toutes les directives techniques et narratives. Bloc 4, la transformation. La chaleur du repas se propageant en Elena bien plus vite que la nourriture elle-même. Ce n'était pas seulement une chaleur physique qui chassait les crampes de son estomac vide, mais une onde bienfaisante qui remontait le long de ses membres, dégelant des parties de son âme qu'elle croyait à jamais pétrifiées par la peur. C'était la sensation oubliée du réconfort, une mémoire corporelle qui revenait à la vie. Les larmes d'Elena commencèrent à couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de désespoir, mais des larmes de soulagement si profondes qu'elles faisaient mal. Elles coulaient pour les jours passés dans le noir,
pour la faim qui tordait les entrailles de son fils, et surtout pour cet acte de bonté si pur et si inattendu qu'il brisait la carapace de cynisme qu'elle avait dû construire pour survivre. 71. Joao ne voyait pas une femme ennemie vaincue, il voyait la résilience universelle d'une mère. Dans ses yeux humides, il retrouvait la force silencieuse de sa propre mère face à la sécheresse du sertan. Il comprit que la géographie et les uniformes n'étaient que des costumes de théâtre. En dessous, la pièce jouée était la même, la lutte pour la vie et la dignité. 72. Le petit Marco, rassasié pour la première fois depuis une éternité, posa sa tête sur les genoux de sa mère. La tension avait quitté son petit corps. Il leva les yeux vers le soldat étranger, non plus avec la terreur d'un animal traqué, mais avec la curiosité innocente d'un enfant. Une petite main potelée se détacha et fit un geste timide dans sa direction, un salut miniature. 73. Elena chercha d'autres mots, mais sa gorge était trop nouée par l'émotion. Elle porta une main à son cœur, un geste universel qui n'a besoin d'aucune traduction. Puis, elle montra une photo jaunie qu'elle sortit d'une poche cachée. Un homme en uniforme italien. Elle murmura un nom, Giuseppe, puis un mot, Rossia. Le front de l'Est, un tombeau lointain. Joao hocha la tête, une tristesse infinie dans le regard. Il n'avait pas besoin de comprendre la langue pour comprendre l'histoire. Une femme, un enfant, un mari qui ne reviendrait jamais. La guerre avait les mêmes conséquences tragiques sous tous les drapeaux. Il était une victime, elle était une victime, son mari était une victime. Seuls les architectes de la guerre étaient les coupables. Il sentit alors le poids de son propre fusil, toujours appuyé contre le mur. L'objet lui parut soudain obscène, déplacé dans ce sanctuaire improvisé. Cet outil conçu pour ôter la vie n'avait pas sa place dans un lieu où la vie venait d'être si ardemment affirmée. Il détourna le regard, presque honteux de sa présence métallique et froide. La cave n'était plus une cachette ou une prison. Pour ces quelques minutes suspendues dans le temps, elle était devenue une chapelle. La petite flamme mourante du réchaud était son cierge, l'odeur de la nourriture était son encens, et le silence qui les enveloppait était une prière partagée, une liturgie silencieuse de reconnaissance mutuelle. Elena, dans un élan de confiance qui la surprit elle-même, se pencha en avant et toucha la manche de l'uniforme de Joao. Le contact du tissu rugueux sous ses doigts était réel. Cet homme était réel. Sa bonté était réelle. Ce n'était pas un rêve. Ce contact bref ancra le moment dans la réalité, le transformant d'un incident en impact. Pour Joao, ce contact fut comme une décharge électrique. Il sentit le tremblement de la main d'Elena, une vibration qui racontait des mois de terreur et de privation. Ce simple toucher effaça la distance entre le libérateur et la civile, entre le Brésilien et l'Italienne. Ils n'étaient plus que deux êtres humains connectés par un acte de compassion. Il pensa à sa propre faim, qui grondait maintenant dans son estomac, mais elle n'avait aucune importance. Il se sentait nourri d'une autre manière, plus essentielle. Il avait partagé plus que sa ration. Il avait partagé une part de son humanité, et en retour, il avait reçu la sienne, purifiée et renforcée. Le bruit lointain d'un moteur de camion leur rappela le monde extérieur. La guerre attendait, indifférente à leur miracle silencieux. Mais quelque chose avait changé de manière irréversible. Pour Elena, tous les uniformes ne se ressemblaient plus. Pour Joao, la victoire n'était plus seulement une question de territoire conquis. Il se leva lentement, ne voulant pas briser le charme. Il ramassa son équipement, ses mouvements empreints d'une nouvelle douceur. Il n'était plus un soldat effectuant un nettoyage. Il était un homme qui avait une responsabilité envers ces deux vies qu'il venait de toucher. Il regarda Elena et son fils, puis il désigna l'escalier menant vers la lumière. Il n'y avait plus de peur dans leurs yeux, seulement de l'attente. Ils avaient placé leur confiance fragile entre ses mains, un poids plus lourd et plus précieux que celui de n'importe quelle arme. Ce qu'il avait fait n'était pas un acte de charité. La charité implique une supériorité, une distance. C'était un acte de solidarité. La reconnaissance que leur faim était sa faim, que leur souffrance était sa souffrance. C'était la sagesse du sertan, appliquée dans la folie de l'Europe. Elena se leva à son tour, aidant Marco à se mettre sur ses jambes chancelantes. Elle ajusta ses vêtements en lambeaux, un geste de dignité retrouvé. Elle n'était plus une créature acculée dans l'ombre. Elle était une mère, prête à affronter à nouveau la lumière de jour. Elle prit la gamelle vide et la lui tendit. Ce n'était pas seulement la restitution d'un objet, c'était un remerciement, une promesse silencieuse de ne jamais oublier. Le métal encore tiède transmit une dernière parcelle de chaleur entre leurs mains. Joao accepta la gamelle. Dans sa paume, elle semblait avoir un poids différent. Ce n'était plus un simple récipient pour la nourriture. C'était devenu une relique, le témoin d'une connexion qui transcendait la guerre, les langues et les frontières. Un objet ordinaire, chargé d'une signification extraordinaire. 87. Le goût fantôme du café et de la viande séchée flottait encore dans l'air de la cave. Mais il était maintenant mêlé à quelque chose de nouveau. L'odeur de l'espoir. Une senteur tenace, qui refusait de se laisser submerger par l'odeur omniprésente de la mort et de la destruction. 88. Il n'y avait pas eu de grande révélation, pas de discours. Il y avait eu seulement un repas. Mais dans ce simple acte, l'absurdité de la guerre avait été exposée dans toute sa nudité. Pourquoi des hommes, capables d'une telle bonté, étaient-ils forcés de s'entretuer au nom d'idées abstraites? 89. Le soldat brésilien avait gagné sa bataille la plus importante, non pas à Montésé, mais dans cette cave.
Il n'avait pas vaincu un ennemi, mais l'idée même d'ennemi. Il avait refusé l'ordre implicite de la guerre, qui est de déshumaniser l'autre pour pouvoir le détruire. 90. Alors qu'il commençait à monter les marches, suivi par le bruit des petits pas de Marco et de sa mère, il sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis son départ du Brésil. C'était la paix de celui qui a agi en accord avec sa conscience la plus profonde, contre la logique du chaos environnant. Sa foi que même au milieu de la pire folie, la bonté pouvait encore exister. 104. Cette prise de conscience a tout changé. Ce n'était pas la fin de la guerre qui a permis à Helena de reconstruire sa vie, mais le souvenir de ce geste. La certitude qu'un étranger avait sacrifié sa propre nourriture pour eux est devenue la fondation sur laquelle elle a bâti leur avenir. 105. Marco est devenu historien. Mais il n'a jamais écrit sur les grands généraux ou les batailles décisives. L'œuvre de sa vie a été de parcourir les villages des Apennins, de recueillir les histoires des petits miracles, les histoires des prassinias brésiliens. 106. Il a trouvé des dizaines d'histoires similaires. Un soldat qui partage sa tablette de chocolat avec des orphelins, un autre qui aide un vieux fermier à réparer sa charrue, des soldats qui organisent un match de football avec les enfants du village au milieu des ruines. Ces actes n'ont pas changé le cours de la guerre, mais ils ont changé le cours de la paix qui a suivi. Ils ont semé des graines de confiance et de réconciliation dans un sol empoisonné par la haine, bien avant que les traités officiels ne soient signés. 108. La plaque de bronze sur le mur, c'est lui qui s'est battu pour qu'elle soit installée. Les autorités voulaient un monument à la victoire. Marco a insisté pour un monument à la compassion. Après des années, il a obtenu gain de cause. Sophia se lève et court jusqu'au mur pour déchiffrer l'inscription. Elle lit à haute voix, lentement. À la mémoire des soldats de la force expéditionnaire brésilienne qui, dans l'ombre de la guerre, ont partagé non seulement leur pain, mais aussi la dignité. 109. Elle revient vers son grand-père. La dignité, qu'est-ce que ça veut dire, Nono ? Marco lui caresse les cheveux. Cela veut dire qu'il ne nous a pas traités comme des mendiants. Il a partagé son repas comme un égal. Il nous a rappelé que nous étions encore des êtres humains, et pas seulement des survivants. 111. Chaque année, à l'anniversaire de la libération de Montez, Marco n'assiste pas aux cérémonies militaires officielles. À la place, il organise un grand repas public sur cette même piazza. C'est sa façon d'honorer le véritable esprit de la libération. 112. Sur les longues tables, la feijoada brésilienne côtoie les pâtes italiennes. Les descendants des villageois et les familles de quelques vétérans brésiliens, invités d'honneur, mangent, rient et partagent des histoires. C'est un armistice célébré non par le silence des armes, mais par le joyeux vacarme de la communion. 113. Le souvenir de João da Silva est devenu une légende locale. Personne ne sait ce qu'il est advenu de lui. S'il a survécu à la guerre, s'il est retourné cultiver sa terre dans le Sertão. Son nom n'est gravé sur aucun monument officiel. Et pourtant, son héritage est plus vivant que n'importe quelle statue de pierre. Il est dans le rire de Sophia, il est dans le pain que son grand-père partage, il est dans la conviction profonde de cette communauté que la plus grande victoire n'est jamais de vaincre un ennemi, mais de reconnaître un frère. 115. Marco regarde le soleil commencer à décliner, peignant le ciel de teintes orange et violette. Il pense à João. Il espère qu'il a eu une bonne vie, une vie remplie de la même chaleur qu'il a offerte ce jour-là, dans le froid d'une cave. 116. Il n'a jamais retrouvé la trace de João. Mais il y a quelques années, il a reçu une lettre d'une vieille femme de Rio de Janeiro. C'était la fille d'un autre prassinias de la même unité. Son père, sur son lit de mort, lui avait raconté l'histoire d'un de ses camarades, un paysan silencieux, qui avait donné toute sa ration à une femme et son fils trouvés dans une cave. Ce soldat, avait-il dit, était revenu ce soir-là au campement, le ventre vide mais les yeux brillants. Il n'avait rien dit, mais ses camarades avaient compris qu'il avait remporté une victoire personnelle, une bataille silencieuse contre la déshumanisation que la guerre impose à tous. 118. Cette lettre était la seule confirmation que Marco ait jamais eue. Son souvenir n'était pas un rêve d'enfant. C'était réel. La bonté de João était réelle. Et elle avait fait des vagues à travers l'océan et à travers le temps. 119. L'acte d'un seul homme, un geste qui n'a duré que quelques minutes, avait nourri une famille, inspiré la vocation d'un historien, créé une tradition de partage,
et prouver à une génération future que l'humanité est une ressource plus résiliente que la haine. 120. Sofia a fini sa focaccia. Elle lèche l'aisselle sur ses doigts. C'est une belle histoire, Nono. Marco hoche la tête. C'est la plus belle histoire que je connaisse, parce qu'elle est vraie. Il la regarde courir à nouveau, une tache de couleur vive et joyeuse dans la lumière dorée du soir. La paix n'est pas une abstraction. Ce n'est pas l'absence de guerre. C'est ceci. C'est une petite fille qui peut jouer sans crainte, le ventre plein, sur la terre où ses ancêtres ont connu la faim et la peur. Le paysan du Sertao, habitué à faire pousser la vie dans un sol aride, avait planté une graine ce jour-là, une graine inattendue dans le sol gelé de la guerre. Et 50 ans plus tard, Marco était assis au milieu de la récolte. Une forêt de paix, née d'une seule bouchée de dignité. 115. Le legs de Joao n'était pas une histoire de guerre, c'était une histoire d'humanité. Et c'est la seule histoire qui, au final, mérite d'être racontée et transmise de génération en génération, comme le plus précieux des héritages. Absolument. Voici le bloc 6, rédigé en respectant scrupuleusement toutes les directives. Bloc 6. Message et appel final. 124. L'histoire du caporal Joao da Silva, comme tant d'autres, ne figure dans aucun manuel d'histoire officiel. Les livres se souviennent des noms des généraux, des cartes des offensives, du nombre de morts. Mais ils oublient souvent le silence. Ils oublient le poids d'un fusil posé contre un mur, le son d'une allumette qui craque dans une cave obscure, le murmure d'un « merci » qui a plus de valeur que n'importe quel traité de paix. Ces moments ne sont pas des anecdotes. Ils sont la véritable histoire, celle qui se déroule dans le cœur des hommes lorsque le monde extérieur a perdu toute raison, prouvant que la décence n'est pas une victime de la guerre, mais sa plus tenace des résistantes. 126. Ce que Joao a offert à Helena et Marco ce jour-là, ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était la reconnaissance. C'était un acte qui affirmait que, sous les uniformes conçus pour diviser et effacer l'identité, il existait un fil indestructible de notre humanité commune. Cet acte prouve que, au-delà de toute idéologie, de toute propagande et de tout ordre, notre capacité à la compassion est une vérité plus fondamentale. C'est un langage plus ancien que n'importe quel drapeau, une loi plus profonde que n'importe quel code militaire. C'est la preuve que même au cœur de l'enfer, nous avons toujours le choix, celui de détruire ou celui de nourrir. 126. Nous ne sommes peut-être pas dans les ruines de Montes en 1945, mais nous traversons tous nos propres zones de conflit, des moments de division, de solitude, de peur de l'autre. Chaque jour, nous rencontrons des étrangers dont nous ne connaissons pas l'histoire, des personnes accablées par une faim qui n'est pas toujours physique, mais qui est une faim de reconnaissance, de dignité, de chaleur humaine. La question que nous pose l'histoire de Joao est simple et éternelle. Face à la détresse d'autrui, quelle part de nous-mêmes sommes-nous prêts à partager ? Quelle est la ration que nous pouvons offrir pour rappeler à quelqu'un sa propre valeur ? Un seul geste de bonté peut ne pas changer le monde, mais il peut changer le monde pour une personne. Et cet acte, comme une graine plantée dans le sol le plus aride, peut faire naître des générations de paix et de compréhension. L'héritage de Joao n'est pas gravé dans le marbre, mais il est vivant dans la mémoire de Marco, dans le rire de sa petite fille et dans la tradition d'un repas partagé. Si vous croyez aussi que ces actes silencieux sont les véritables piliers de notre humanité, partagez cette histoire. Faisons en sorte que la flamme allumée dans une cave italienne par un simple soldat brésilien ne s'éteigne jamais.